Karl Marx est l'un des penseurs auxquels Raymond Aron aura consacré le plus de temps et le plus de pages. Il fut, de son époque très marxisante, l'un des lecteurs les plus rigoureux de Marx, admiratif de son génie à certains égards, mais aussi l'un de ses plus impitoyables critiques. La vie ne laissa pas le temps à Raymond Aron d'écrire sur Marx le grand livre qu'il projetait. Pour réparer ce manque, apparu en 2002, sous l'impulsion de Jean-Claude Casanova, Le marxisme de Marx, un ouvrage qui reprenait le cours que Raymond Aron professa à la Sorbonne durant l'année 62-63 et des éléments du cours qu'il donna au Collège de France dans l'année 76-77. Le grand livre de Raymond Aron sur Marx, on peut en trouver l'esquisse dans ses mémoires. Dégager les spéculations philosophiques du jeune Marx, saisir les grandes lignes de l'économie telles qu'il la présente dans Critique, les Grundrisse et le Capital, tirer de ces parties les divers Marx et les caractéristiques du révolutionnaire prophète. Ce qu'aurait été ce livre, on pourra peut-être aussi s'en faire une idée à l'écoute de l'archive qui va suivre. En 1963, invité à parler du Capital sur France 3 National lors d'une quinzaine consacrée à Marx, Raymond Aron y exposait ce que devait être selon lui une bonne lecture du Capital qu'il jugeait tout aussi mal connu qu'il était abondamment cité. Au fil de cette émission s'éclairait le genre de marxologue qu'était Raymond Aron, sur quoi se fondait son souci de comprendre Marx comme Marx s'était compris lui-même, et pourquoi il pouvait dire en 1963 « J'ai été amené à ce que j'ai fait depuis une trentaine d'années par l'étude de Marx ». Dans le cadre de la quinzaine Karl Marx, RTF France 3 National présente une anthologie de Georges Charbonnier. Le Capital, avec Michel Bouquet, Pascal Mazzotti et Jean Topard, avec le concours de M. Raymond Aron. Réalisation Georges Gravier. Raymond Aron, la lecture du Capital passe pour rebutante. Si je veux compter le nombre des lecteurs du Capital que je connais, ce nombre est très réduit. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première est que le Capital est un livre très long, très austère et très scientifique. La deuxième, c'est que le Capital se divise en deux parties. Le premier livre, qui a été rédigé par Marx lui-même, et que la plupart des marxistes ont au moins parcouru, sinon lu, et les deux livres suivants, qui sont des notes, des brouillons trouvés par Engels, rédigés par Engels, et qui ont tous les défauts des brouillons. Et puis, il y a une autre raison. Beaucoup de ceux qui s'intéressent à Marx pour des raisons soit politiques, soit philosophiques. Or, le Capital, dans la pensée de Marx, était et devait être un livre d'économie. Or, les philosophes ont rarement la formation économique qui leur permette de suivre et de comprendre les raisonnements du Capital, et d'autre part, les économistes professionnels ne considèrent pas toujours qu'ils sont payés de leur peine lorsqu'ils sont arrivés au bout du Capital. D'où ce livre qui est un monument, quoi qu'on puisse en penser, qui d'autre part a exercé dans le développement de la pensée européenne un rôle considérable, est aussi mal connu qu'il est souvent cité. Faut-il dire que c'est un ouvrage scientifique ? Vous avez prononcé le terme scientifique tout à l'heure. Est-ce bien une œuvre scientifique ou non ? Oui, il faut, pour répondre honnêtement, poser la question, Marx considérait-il le Capital comme une œuvre économique et comme une œuvre scientifique ? À cette question, à mon sens, la réponse est de toute évidence oui. Aujourd'hui, parmi les interprètes de Marx, vous avez deux écoles. Il y a une première école, qui est celle du père Bigot, qui a écrit un livre sur le Capital, et qui prétend
qu'au fond, l'essentiel du Capital se trouve dans le manuscrit économico-philosophique de 1845 et que le Capital n'est pas réellement un livre d'économie. Mais le paradoxe de son interprétation, et si j'étais moins poli et si j'avais moins de sympathie pour le père de Bigot, je dirais l'absurdité de cette interprétation, c'est que simultanément, il interprète tout le Capital à la lumière du concept d'aliénation, et il reconnaît que le concept d'aliénation n'est pas utilisé une seule fois dans le Capital. Alors, on pourra admettre qu'il s'en dégage. Oui, mais il est tout de même paradoxal de prétendre trouver le centre d'un livre de quelques milliers de pages dans un concept qui n'y figure pas explicitement. Et il est paradoxal de vouloir... Ça ne me paraît pas absolu. Si, parce qu'à l'époque où Marx était obsédé par le concept d'aliénation, il l'employait plusieurs fois par page. Et c'était en 1844-45. Et en 1846, quand il emploie le terme d'aliénation, plus exactement le terme qui en allemand correspond à aliénation, c'est-à-dire Entäußerung ou Entfremdung, il ajoute ironiquement, comme disent les philosophes. Donc il est assez paradoxal de croire que le Marx de 1867 était encore obsédé par la notion d'aliénation qu'il n'employait plus et qu'il traitait avec quelque ironie dès 1846 ou 1847. Par ailleurs, si tout le contenu du Capital est déjà dans le manuscrit économico-philosophique de 1845, alors voici Marx qui a consacré toute sa vie à essayer d'écrire un livre monumental qui s'appellerait La critique de l'économie politique, et ce livre ne contiendrait rien de plus que les intuitions du jeune Marx de 1845, qui à cette époque avait 6 mois de formation économique. Car en 1845, il venait tout juste de découvrir l'économie politique. Comme manière de condamner l'œuvre historique, l'œuvre de toute la vie de Marx, à mon avis, on n'a rien trouvé de mieux que cette manière de le sauver. Bon, alors vous qui êtes marxologue, vous n'admettez pas cette manière. À aucun degré. Alors, vous considérez le Capital comme une œuvre scientifique? Je considère que dans la pensée de Marx, le Capital était une œuvre scientifique qui était à la fois de l'économie politique et quelque chose de particulier qu'il appelait la critique de l'économie politique. Soit, mais vous avez dit dans la pensée de Marx. Est-ce objectivement une œuvre scientifique? Par la méthode, c'est une œuvre scientifique. Mais je pense que les éléments essentiels de cette construction scientifique sont erronés. Il y a dans le Capital des morceaux qui restent vrais. Si vous voulez me permettre, je voudrais dire un mot sur l'autre interprétation extrême. Le plus grand économiste français de notre temps, Schumpeter, a tourné en dérision les marxologues qui prétendent que le Capital est tout pénétré de pensée hegelienne. Et pour lui, Marx, en tant qu'économiste, est essentiellement un disciple de Ricardo, qui a repris les principes essentiels de Ricardo avec un certain nombre de modifications, dont la principale est qu'au lieu de parler du prix du travail, comme le disait Ricardo, Marx dit prix de la force de travail. Alors, pour Marx, c'était une transformation fondamentale, pour Schumpeter, c'est un détail. Pour moi, c'est là qu'est le centre de ce que Marx appelait critique de l'économie politique. Parce qu'il considérait que les économistes ordinaires, les économistes bourgeois, ne considéraient que l'apparence des phénomènes. Et l'apparence des phénomènes, c'était l'ensemble des relations au niveau des prix. Et Marx a cru qu'il trouvait scientifiquement quelque chose qui était à la fois la vraie science économique et la critique de toute la science économique. Alors, si vous voulez interpréter ce qu'a pensé Marx, le point central est ceci: Marx a voulu être un économiste professionnel qui réfutait tous les économistes professionnels de son temps en découvrant ce que ceux-ci n'avaient pas découvert, à savoir l'origine de la plus-value et du même coup l'origine des illusions dans lesquelles vivent les capitalistes. Voilà le centre du Capital tel que Marx l'a pensé. Alors, ce que nous en pensons aujourd'hui, c'est une autre affaire. Mais donc, quand le père Bigot dit « ce n'est pas un livre d'économie politique », c'est une manière de refuser Marx. Quand Schumpeter dit « c'est un livre d'économie politique comme Ricardo », c'est une manière de laisser tomber le sous-titre du Capital, qui est critique de l'économie politique. Et critique de l'économie politique, c'est la même chose que la critique de la religion dans la jeunesse de Marx. Critiquer la religion pour Marx, c'était montrer l'origine des illusions religieuses
dans le non-accomplissement de l'humanité dans le monde réel. Critiquer les illusions économiques au moment de la maturité de Marx, c'est montrer dans la structure du régime capitaliste pourquoi les capitalistes vivent dans l'illusion. Alors, vous voyez que c'est un thème qui est philosophique, mais que Marx a prétendu démontrer selon la science économique. Et c'est parce que les uns ne voient que l'élément critique de l'économie politique, et que les autres ne voient que l'élément science économique, que ni les uns ni les autres ne comprennent cette œuvre étrange, unique, ce monument qui s'appelle le Capital, qui est passionnant pour ceux qui consentent à entrer dans ce monument, mais qui n'est ni tout à fait de l'économie au sens de Ricardo, ni certainement pas une critique existentielle du capitalisme, comme le dit le père Bigot, mais qui est un peu des deux à la fois. Donc, nécessité absolue de distinguer le marxisme de Marx et ce qui en a été fait après. Je dirais que, de toute évidence, quand nous parlons du Capital, il faut distinguer ce que Marx a voulu faire de ce que ses successeurs en ont tiré. J'ajoute que quelques idées simples du Capital sont passées dans la conscience courante des marxistes et même de l'opinion. L'idée fondamentale est celle de la plus-value, c'est-à-dire que l'ouvrier produit en quelques heures de travail l'équivalent en valeur de son salaire, c'est-à-dire les marchandises qui sont nécessaires à sa vie et à celle de sa famille, et puis qui travaille un nombre d'heures plus grand que le nombre d'heures nécessaires pour reproduire en valeur ce qui lui est donné sous forme de salaire. D'où l'écart entre le salaire qu'il perçoit et la valeur qu'il crée, d'où l'origine de la plus-value. Et c'était là pour Marx la démonstration scientifique du fait que les ouvriers étaient exploités dans le capitalisme. Et pour Marx, c'était une démonstration scientifique. Que cette démonstration scientifique soit probablement fausse, c'est une autre affaire. Mais pour Marx, elle était une démonstration scientifique du fait de l'exploitation dans le régime capitaliste. Et comme il faut prendre au sérieux un grand penseur comme Marx, il ne faut pas essayer de sauver ce qui nous paraît scientifiquement faux aujourd'hui en prêtant à Marx simplement une conception vaguement morale ou existentielle de l'analyse du capitalisme. Bien. Alors, vous retenez quoi, vous, homme de science, de ce que Marx voulait considérer comme une démonstration? Je dirais que un des paradoxes du Capital, c'est qu'il comporte des éléments d'analyse rationnelle dans le style de Ricardo. Or, ces éléments d'analyse rationnelle sont, à mon sens, les éléments les plus faibles, parce que c'est une analyse vieillie par rapport à l'analyse que l'on peut faire aujourd'hui. Une analyse qui est intégralement en termes de valeur ou en termes de coût de production, une analyse qui prend les valeurs moyennes, qui néglige tous les apports de la méthode marginaliste. Ce n'est pas une analyse théorique que l'on puisse utiliser aujourd'hui. Mais il y avait autre chose. Il y avait dans le Capital une analyse du fonctionnement du régime capitaliste, et il y avait une espèce de sociologie du capitalisme encadrée par les raisonnements abstraits. Et alors, ce qui est pour moi l'extraordinaire paradoxe du Capital, c'est que la description que Marx fait du régime capitaliste ressemble largement à la description qu'en fait un homme comme Schumpeter aujourd'hui. Parce que pour Marx, l'essentiel du capitalisme, c'est l'accumulation du capital. L'accumulation du capital, toujours plus de machines, toujours plus de moyens de production. L'accumulation du capital, c'est l'augmentation de la productivité du travail. Augmentation de la productivité du travail dans le désordre, dans les crises, dans la pauvreté plus ou moins temporaire des ouvriers, c'est une affaire entendue. Mais le grand mouvement du capitalisme, pour Marx et pour Schumpeter, c'est l'augmentation prodigieuse de la capacité de production de la société prise globalement. Or, cette perspective de l'augmentation de la productivité est en son essence une perspective optimiste. Et Schumpeter, qui a la même perspective de l'augmentation de la productivité, est optimiste sur le devenir des hommes ou du niveau de vie dans le régime capitaliste. Or, Marx, avec une analyse de l'augmentation permanente de la productivité, aboutit à des conclusions rigoureusement pessimistes. Et c'est là ce qui est frappant. Je dirais qu'il y a chez Marx un économiste disciple de Ricardo qui est pessimiste,
et un sociologue qui est génialement optimiste. Les deux sont combinés, et naturellement ce qui apparaît à la surface du texte, c'est le pessimisme. Quels sont les arguments qui militent en faveur du pessimisme pour Marx et en faveur de l'optimisme pour les économistes contemporains? Est-ce que l'on peut comparer ces arguments et est-ce qu'il y a des moyens d'analyse scientifique qui permettent de donner raison à l'un ou à l'autre? Très facilement. Les éléments d'optimisme, à la fois de Marx et des économistes modernes, c'est l'augmentation de la productivité du travail. Ce qui signifie que dans un temps donné, un travailleur produit des valeurs de plus en plus grandes, ou si vous voulez, une quantité croissante de marchandises. Il vous suffit donc d'admettre une théorie du salaire selon laquelle le salaire équivaut à la productivité marginale du dernier travailleur employé, pour que, si ce dernier travailleur employé produise plus de valeur dans un nombre X de temps, eh bien, il reçoit une quantité supérieure de marchandises et par suite son niveau de vie s'élève. Donc, toute théorie de la productivité croissante du travail, à condition que cette augmentation soit suffisamment rapide, débouche sur une perspective optimiste, à moins de supposer qu'il y ait une inégalité croissante dans la distribution des revenus, ce qui est d'ailleurs hautement improbable dans un capitalisme moderne, étant donné la puissance des syndicats. Donc, augmentation de la productivité du travail, plus puissance syndicale, vous donne normalement une élévation du niveau de vie des travailleurs. Bien, pourquoi est-ce que chez Marx, ça ne donne pas le même résultat? C'est ça que vous voulez me demander? Bien sûr, et je pense déjà tout de même un petit peu que la puissance syndicale est un effet de la pensée marxiste. Alors je suis un petit peu gêné par le raisonnement. Non, je ne crois pas que vous ayez raison. D'abord, dans un pays comme l'Angleterre, où le marxisme n'a jamais eu d'influence réelle, la puissance syndicale est tout aussi grande. La puissance syndicale est un sous-produit du régime capitaliste avec ou sans marxisme. Au reste, même si c'était un effet du marxisme, cela démontrerait que le marxisme pouvait se réfuter par ses effets historiques. Donc, ça ne changerait rien au raisonnement que je viens de vous faire. L'analyse marxiste correspond assez se rapproche beaucoup d'une analyse objective de faits inévitables. Non, parce que Marx n'a pas tiré les conclusions que je suis en train de tirer de l'augmentation de la productivité du travail. Il a, en dépit de ses analyses sur l'augmentation de la productivité du travail, affirmé dans des textes de vulgarisation qu'il y aurait une aggravation du sort des masses, sans pouvoir d'ailleurs le démontrer scientifiquement. Parce qu'il ne peut pas démontrer scientifiquement que la situation des masses ira en s'aggravant. En effet, d'après son schéma, l'ouvrier travaille une partie du temps pour produire les valeurs qu'il reçoit sous forme de salaire, et une autre partie pour la plus-value qui va au capitaliste et qui est redistribuée en vue de l'accumulation. Or, si la productivité du travail augmente, il produira en un nombre réduit d'heures la valeur qui est nécessaire pour lui permettre à lui de vivre avec sa famille. Donc, pour que son sort s'aggrave dans le cadre du capitalisme, il faudrait qu'il travaille un nombre plus réduit d'heures pour lui-même et qu'il travaille un plus grand nombre d'heures pour son patron, c'est-à-dire il faudrait que la partie de la journée non payée augmente par rapport à la partie de la journée payée. Je parle en termes marxistes. Voilà. C'est-à-dire il faudrait que le taux d'exploitation de la force de travail augmente. Or, jamais Marx n'a affirmé que le taux d'exploitation de la journée de travail augmente. Et est-ce que l'on peut apprécier de manière très objective un taux d'exploitation? On ne peut pas calculer le taux d'exploitation. Jamais personne n'a calculé le taux d'exploitation, parce qu'on ne pourrait calculer le taux d'exploitation qu'en calculant les valeurs. Or, comme vous le savez, d'après Marx, les valeurs diffèrent fondamentalement des prix. Et la distinction entre les valeurs et les prix est fondamentale dans le capital, car s'il n'y a plus que des prix, on est sur le plan de ce qu'ils appellent les illusions des capitalistes ou les illusions des économistes vulgaires. Donc, pour calculer la plus-value et le taux d'exploitation, il faudrait avoir les moyens de calculer les valeurs. Or, nous ne connaissons que les prix, et pour de multiples raisons techniques dans le détail desquelles je ne peux pas entrer, personne n'a jamais pu passer des prix aux valeurs. De plus, pour que l'on puisse calculer le taux de l'exploitation, il faudrait déterminer
quelle est la valeur du salaire. Or, Marx nous dit, la valeur de la force de travail est la valeur des marchandises nécessaires à la vie de l'ouvrier et de sa famille. Mais il ajoute, ce qui est nécessaire à la vie de l'ouvrier et de sa famille est déterminé dans chaque société par les habitudes et les idées ambiantes. Alors, de deux choses l'une, ou la valeur de la force de travail, c'est le minimum, disons, physiologique nécessaire à l'ouvrier. Alors là, c'est une mesure rigoureuse, mais manifestement, elle est fausse, car on ne peut pas dire que l'ouvrier américain en soit réduit au minimum physiologique. Ou bien le minimum nécessaire à l'ouvrier est celui qui, dans chaque société, est établi par le niveau de vie ambiant. Et dans ce cas-là, quel que soit le niveau de vie de l'ouvrier, vous pourrez dire que la théorie de Marx est valable parce qu'elle n'a plus de signification rigoureuse. C'est-à-dire que la formule, la valeur de la force de travail est la valeur des marchandises nécessaires à la vie de l'ouvrier et de sa famille, ou bien vous en donnez une définition strictement limitée au minimum valable pour toutes les sociétés, et alors c'est faux, ou bien vous admettez que ce minimum varie de société en société, et la théorie devient irréfutable, parce qu'elle n'a plus aucun caractère précis. Vous voyez? Alors, direz-vous qu'il y a une doctrine de la paupérisation dans le Capital? Oui et non. J'ai eu récemment une discussion sur ce sujet dans la presse avec Henri Lefebvre. Henri Lefebvre m'a reproché d'avoir suggéré qu'il y avait une doctrine de la paupérisation absolue chez Marx. Ce que l'on appelle paupérisation absolue dans le jargon, cela signifie une diminution en termes absolus du niveau de vie des ouvriers. Et à quoi, je dirais, Marx a écrit dans un grand nombre de textes que la condition ouvrière irait en s'aggravant. Tout le monde connaît ces textes, il y en a dans le Manifeste communiste, il y en a dans le Capital, il y en a dans l'Anti-Düring d'Engels, il y en a partout. Mais Marx, économiste, n'a jamais donné une démonstration de la paupérisation absolue des masses, parce qu'il n'aurait pu y avoir paupérisation absolue avec augmentation de la productivité du travail que par aggravation de l'exploitation du travail. Or, il n'a jamais essayé de démontrer qu'il y avait aggravation de l'exploitation du travail. Donc, je dirais que quand Marx était économiste, ce qui lui arrivait souvent dans le Capital, il n'a pas affirmé ou démontré la paupérisation. Lorsqu'il était militant, politique ou prophète, il a affirmé la paupérisation. Et la personnalité de Marx est une personnalité complexe. D'un certain côté, c'était un homme de science, d'un autre côté, c'était un homme d'action, et enfin, c'était un prophète. Alors, sur la paupérisation absolue, ma réponse n'est pas normande, mais je dirais qu'elle est faite de distinctions. Le prophète et le militant ont affirmé la paupérisation absolue, mais l'économiste ne l'a jamais démontré parce qu'il était beaucoup trop bon économiste pour l'affirmer ou la démontrer. Est-ce qu'il était tenté par l'idée de paupérisation? Bien sûr, parce qu'il était animé par une haine farouche à l'égard du monde dans lequel il vivait, et Dieu sait que le monde dans lequel il vivait justifiait à beaucoup d'égards cette haine, et la dialectique historique qu'il développait était plus convaincante, plus irrésistible, si réellement on assistait à cet extraordinaire paradoxe que les forces productives augmentaient continuellement et que la misère des masses s'aggravait en même temps. Le progrès industriel qui suit la marche de l'accumulation non seulement réduit de plus en plus le nombre des ouvriers nécessaires pour mettre en œuvre une masse croissante de moyens de production, il augmente en même temps la quantité de travail que l'ouvrier individuel doit fournir. À mesure qu'il développe les pouvoirs productifs du travail et fait donc tirer plus de produits de moins de travail, le système capitaliste développe aussi les moyens de tirer plus de travail du salarié, soit en prolongeant sa journée, soit en rendant son labeur plus intense, ou encore d'augmenter en apparence le nombre des travailleurs employés en remplaçant une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l'homme par la femme, l'adulte par l'adolescent et l'enfant. Un Yankee par 3 Chinois. Voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l'offre surabondante. En un mot, pour fabriquer des surnuméraires. L'excès de travail imposé à la fraction de la classe salariée qui se trouve en service actif
grossit les rangs de la réserve et, en augmentant la pression que la concurrence de la dernière exerce sur la première, force celle-ci à subir plus docilement les ordres du capital. La condamnation d'une partie de la classe salariée à l'oisiveté forcée non seulement impose à l'autre un excès de travail qui enrichit les capitalistes individuels, mais du même coup, et au bénéfice de la classe capitaliste, elle maintient l'armée industrielle de réserve en équilibre avec le progrès de l'accumulation. Prenez par exemple l'Angleterre. Quel prodige que la masse, la multiplicité et la perfection des ressorts techniques qu'elle met en œuvre pour économiser le travail. Pourtant, si le travail était demain réduit à une mesure normale, proportionnée à l'âge et au sexe des salariés, la population ouvrière actuelle ne suffirait pas, il s'en faut de beaucoup, à l'œuvre de la production nationale. Bon gré, mal gré, il faudrait convertir de soi-disant travailleurs improductifs en travailleurs productifs. N'oubliez pas d'ailleurs une chose, cette image d'un monde où les hommes accumulent les moyens de produire et où les masses sont misérables, c'est une image qui n'est pas tellement fausse par rapport au capitalisme de 1850-60 que Marx a observé. Et on pourrait prendre encore un autre exemple. Supposez un homme du tempérament de Marx qui ait vécu dans la Russie des premiers plans quinquennaux, au moment où l'on accumulait des moyens de production formidables dans les usines et où l'on prélevait l'épargne nécessaire en réduisant au minimum le niveau de vie des masses. Il y avait bien paupérisation. Bien sûr, dans des phases initiales de l'accumulation du capital, lorsqu'il faut prélever le plus possible des revenus pour les accumuler et distribuer le moins possible en biens de consommation, bien sûr, il peut y avoir des phases de paupérisation, que le régime soit socialiste au sens soviétique du terme, ou que le régime soit capitaliste. Et sur certaines périodes, il peut être vrai que pour accumuler beaucoup, il faut limiter au minimum les revenus distribués aux masses. On peut dire que pendant les 2 premiers plans quinquennaux soviétiques, vous avez eu une image approchée de ce que pensait Marx, c'est-à-dire vous accumulez des moyens de production dans les usines et vous distribuez aux salariés le minimum qui est nécessaire pour les maintenir en vie. Mais c'est une phase transitoire aussi bien en régime socialiste qu'en régime capitaliste, parce que je ne crois pas plus à la paupérisation en régime soviétique qu'en régime capitaliste. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'augmente l'accumulation et la productivité du travail, on peut simultanément continuer l'accumulation et distribuer davantage sous forme de revenus, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la contradiction entre l'accumulation des moyens de produire et la pauvreté des masses n'est pas une fatalité ni du capitalisme ni du socialisme, mais c'est quelquefois une nécessité transitoire de l'accumulation dans n'importe quel régime. Alors, comme Marx avait devant les yeux une phase d'accumulation extrême et de pauvreté extrême, et comme d'ailleurs les grands économistes de son temps étaient tout aussi pessimistes que lui, car vous savez, l'idée que le salaire, c'est tout juste ce qu'il faut à l'ouvrier pour vivre, vous la trouvez chez Ricardo. Marx n'a rien dit de plus sur ce sujet que Ricardo. Simplement, ce que Marx a ajouté, c'est que ce spectacle scandaleux avait pour origine profonde et permanente la propriété privée des instruments de production et le processus de la plus-value. Ça, c'est marxiste. Mais sans quoi la description de la misère des masses, elle est ricardienne tout aussi bien que marxiste. Autrement dit, ne pas mettre sur Marx l'étiquette philosophe, l'étiquette économiste, ce serait tirer d'un côté ou d'un autre, et vous avez bien dit penseur. Mais il semble tout de même que... Il y a un troisième, vous savez. Marx est philosophe par cette notion de la critique de l'économie politique, c'est-à-dire d'aller chercher au-delà des illusions dans lesquelles vivent les sujets économiques, la réalité profonde qui est le système de la valeur et de la plus-value. En cela, il est philosophe, et il continue l'œuvre de sa jeunesse quand il était critique de la religion. D'un autre côté, il est économiste, parce qu'il utilise les concepts et les relations de Ricardo pour justifier son pessimisme. Et en troisième lieu, et c'est peut-être là qu'est son génie, il est sociologue.
C'est-à-dire, il décrit de manière frappante comment fonctionne le régime capitaliste. La seule chose qui rend cette description spécifiquement marxiste, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'accumulation du capital, l'augmentation de la productivité du travail, tout ça pour lui devient le sous-produit de la recherche de la plus-value. C'est-à-dire que dans le régime capitaliste tel qu'il le voit, les bons résultats, c'est-à-dire l'accumulation et l'élévation de la productivité du travail, ne sont que les résultats indirects de la quête du profit et de la concurrence entre les capitalistes. Et il, lui, rêve d'un régime où le phénomène de l'accumulation et de l'augmentation de la productivité serait directement voulu par les producteurs associés. Mais si vous laissez de côté l'explication en termes un peu simples du développement du machinisme par la recherche du profit, vous avez une description du capitalisme de son temps qui est d'une vérité extraordinaire. Et vous y trouvez encore aujourd'hui des analyses des différentes modalités de machines ou des analyses des différentes modalités de chômage qui sont de grands morceaux de sociologie économique. Enfin, le dernier résidu de la surpopulation relative habite l'enfer du paupérisme. Abstraction faite des vagabonds, des criminels, des prostituées, des mendiants, et de tout ce monde qu'on appelle les classes dangereuses, cette couche sociale se compose de 3 catégories. La première comprend des ouvriers capables de travailler. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les listes statistiques du paupérisme anglais pour s'apercevoir que sa masse, grossissant à chaque crise et dans la phase de stagnation, diminue à chaque reprise des affaires. La seconde catégorie comprend les enfants des pauvres assistés et des orphelins. Ce sont autant de candidats de la réserve industrielle qui, aux époques de haute prospérité, entrent en masse dans le service actif, comme par exemple en 1860. La troisième catégorie embrasse les misérables. D'abord les ouvriers et ouvrières que le développement social a, pour ainsi dire, démonétisés en supprimant l'œuvre de détail dont la division du travail avait fait leur seule ressource, puis ceux qui par malheur ont dépassé l'âge normal du salarié. Enfin, les victimes directes de l'industrie, malades, estropiés, veuves, etc., dont le nombre s'accroît avec celui des machines dangereuses, des mines, des manufactures chimiques, etc. Le paupérisme est l'autel des invalides de l'armée active du travail et le poids mort de sa réserve. Sa production est comprise dans celle de la surpopulation relative, sa nécessité dans la nécessité de celle-ci. Il forme avec elle une condition d'existence de la richesse capitaliste. Il entre dans les faux frais de la production capitaliste, frais dont le capital sait fort bien d'ailleurs rejeter la plus grande partie sur les épaules de la classe ouvrière et de la petite classe moyenne. L'armée industrielle de réserve est d'autant plus nombreuse que la richesse sociale, le capital en fonction, l'étendue et l'énergie de son accroissement, donc aussi la masse absolue du prolétariat et la force productrice de son travail, sont plus considérables. Les mêmes causes qui développent la force expansive du capital, amenant la mise en disponibilité de la force ouvrière, la réserve industrielle doit augmenter avec les ressorts de la richesse. La grandeur relative de l'armée industrielle de réserve s'accroît donc en même temps que les ressorts de la richesse. Mais plus cette armée de réserve grossit, comparativement à l'armée active du travail, plus grossit la surpopulation consolidée, excédent de population dont la misère est inversement proportionnelle au tourment de son travail. Plus s'accroît enfin cette couche des lazars de la classe salariée, plus s'accroît aussi le paupérisme officiel. Voilà la loi absolue, générale, de l'accumulation capitaliste. L'action de cette loi, comme toute autre, est naturellement modifiée par des circonstances particulières. D'où ceci que Le Capital, c'est le livre d'un philosophe qui a médité Ricardo et qui, en profondeur, était un sociologue historique du monde moderne. D'où ce que je vous disais au départ. C'est un livre étrange, c'est un livre monumental, et qui déçoit à peu près tous les spécialistes. Pour trouver un plaisir plein à l'étude en profondeur du Capital,
il faut être philosophe, économiste et sociologue. Si vous ne vous intéressez pas à une de ces trois disciplines, vous trouverez tout cela quelque peu bizarre. Est-ce que je vais pouvoir dire, après tout cela, que il y a une méthode de Marx, non pas une méthode marxiste, mais une méthode de Marx? Une méthode de Marx en tant qu'économiste ou en tant qu'historien? En tant qu'économiste, sa méthode est une combinaison des relations abstraites ricardiennes et des descriptions sociologiques concrètes. En ce sens, il y a une méthode marxiste qui refuse soit de s'en tenir à l'abstraction des théories économiques, soit à l'histoire descriptive, et il y a ce que Schumpeter a fort bien appelé une tentative d'histoire raisonnée. Était-ce neuf de son temps? C'était certainement, sinon radicalement neuf, du moins très original sous la forme où il l'a fait, et je pense qu'encore aujourd'hui, il est rare d'appliquer une méthode de cet ordre parce qu'elle est à la fois géniale et dangereuse, en ce sens que, bien sûr, nous voulons tous faire une histoire raisonnée, c'est-à-dire faire comprendre le développement des régimes économiques modernes à partir de relations suffisamment abstraites. Le danger, c'est de prendre quelques propositions assez simples et de vouloir en déduire toute la complexité des faits historiques. Et Marx, de temps en temps, commet cette erreur, il explique de manière beaucoup trop simple la diversité des faits historiques. Mais ce que nous cherchons tous encore aujourd'hui, c'est cette combinaison de philosophie, d'économie et de sociologie. Simplement, nous la cherchons avec des instruments plus perfectionnés, et nous la cherchons aussi avec une connaissance du monde qui s'est développé depuis Marx, que Marx ne pouvait pas posséder. N'oubliez pas que quand, dans le 3e livre du Capital, Marx parle des sociétés par action, il présente les sociétés par action déjà comme la négation de la propriété privée dans le cadre du capitalisme. C'est-à-dire que pour lui, les sociétés par action étaient déjà une forme de propriété sociale. Et l'on pourrait plaider que les grandes corporations du XXe siècle sont, selon une interprétation vraie de Marx, une forme de propriété sociale. De telle sorte qu'il est un petit peu absurde de vouloir juger ce que Marx a dit en 1850-60 à la lumière de ce que nous savons un siècle après. Sur bien des points, je pense qu'il s'est trompé, mais que pour être juste, il faut ajouter une formule d'un homme qui n'était pas marxiste, qui était un grand auteur que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est Schumpeter, qui a dit « Si dans un siècle il reste autant de vérité dans ce que j'ai écrit, qu'il reste de vérité aujourd'hui dans ce que Marx a écrit, je serais bien content. » Et s'il n'y avait pas, si je puis dire, les marxistes orthodoxes ou l'idéologie marxiste liée à un certain État, on discuterait de Marx comme d'un grand savant, sans considérer que lorsque l'on affirme qu'il s'est trompé sur tel ou tel point, on est animé par de sombres passions politiques. On prendrait Marx comme j'essaye de le prendre aujourd'hui, c'est-à-dire comme un homme de science qui a vu certaines choses, qui s'est trompé sur d'autres points, et qui a créé, qui a édifié une œuvre unique que je crois manquer finalement, qui s'appelle le Capital. Alors, est-ce que cette œuvre est assez importante pour justifier par elle-même la marxologie, ou la marxologie existe-t-elle parce que, au-delà de Marx, autour de Marx, il y a un halo, le marxisme? Je pense que le Capital, en tant qu'entreprise intellectuelle, pour ceux qui ont le goût simultané de la philosophie et de l'économie, ce qui est mon cas, je pense que le Capital justifie les terribles efforts qu'il exige. Il y a deux autres raisons pour lesquelles on se passionne pour le Capital. La première, c'est que beaucoup s'imaginent que le Capital apporte la démonstration scientifique de l'exploitation ouvrière dans le capitalisme. Et alors il y a évidemment un contenu politique et idéologique du Capital que les marxistes veulent retenir. Et puis, il y a un autre aspect qui est fort important, c'est que le Capital ou critique de l'économie politique se situe dans une entreprise intellectuelle que Marx a commencé dans sa jeunesse et poursuivi toute sa vie, qui est l'effort pour penser l'histoire globale. Alors, le Capital est une partie
de cette tentative pour penser l'histoire tout entière, mais c'est un fragment de cette tentative. Parce que le Capital, à cet égard, présente une originalité. Dans le Capital, Marx dit explicitement qu'il veut expliquer une espèce de capitalisme réduit à ses traits essentiels et, pour ainsi dire, structurels. Dans le jargon d'aujourd'hui, on dirait que c'est un type idéal du capitalisme. Ce n'est pas une description du capitalisme concret dans ses modalités historiques. Au fond, il y a un schéma du développement du capitalisme qu'il a tiré de l'exemple de l'Angleterre et auquel il a attribué une valeur générale. Mais cette tentative de penser le capitalisme en soi se rattachait à la tentative pour penser toute l'histoire humaine à partir de l'infrastructure ou à partir de la succession des régimes économiques. Or, cette autre tentative plus générale de penser l'histoire nous intéresse aujourd'hui encore passionnément, et nous serions marxologues, même si les considérations sur la rente foncière nous ennuient, ce qui est un petit peu le cas, parce que le capital se rattache à ce que l'on appelle la philosophie matérialiste de l'histoire ou à l'interprétation économique de l'histoire, et se rattache à deux questions qui sont toutes actuelles encore aujourd'hui. Premièrement, quelle est l'essence de la société moderne? C'est une question que Marx s'est posée. Et deuxièmement, quel est l'avenir de la société moderne? Or, ces deux questions ne sont pas tranchées dans le Capital, mais l'analyse du Capital est une contribution à la recherche de l'essence de la société économique moderne et de son avenir. Alors, comment pourrait-on distinguer ce que l'on retiendrait tout de même comme méthode de Marx et ce que l'on nomme couramment méthode marxisme? Quand je dis ce que l'on nomme couramment méthode marxiste, je ne veux pas dire que je désigne une chose, que j'ai un concept précis en vue, mais je constate que ces deux termes sont accolés et que l'on parle fréquemment de méthode marxiste. Quel rapport y a-t-il entre la méthode marxiste et le fonctionnement de la pensée de Marx? Si vous voulez me permettre, je vais vous énumérer un certain nombre de significations que l'on peut donner à la formule méthode marxiste. Première signification, étudier une société donnée à partir de ses forces de production, ou à partir du statut de propriété, ou à partir du rapport de production. C'est un sens de la méthode marxiste, et je dirais que j'emploie volontiers une méthode de cet ordre lorsque j'ai, mettons, à comparer la société soviétique et la société occidentale. Non pas que je pense que l'on puisse, à partir de l'infrastructure économique, expliquer toutes les différences entre les types de sociétés, mais je dirais que c'est un ordre de progression dans l'analyse qui me paraît légitime et assez bien adapté à la nature des sociétés modernes, à condition qu'on ne prétende pas à chaque étape déduire de ce que l'on a observé dans un certain secteur ce qui se passe dans un autre. On fait comprendre ce qui se passe dans un certain secteur à partir d'un secteur initial. On ne déduit pas le secteur secondaire du secteur primaire. Mais en ce sens général, je dirais que assez volontiers, on peut appliquer la méthode marxiste. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré de développement donné de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle, sur quoi s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le procès de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine la réalité, c'est au contraire la réalité sociale qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété à l'intérieur desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes évolutives des forces productives qu'ils étaient, ces rapports
deviennent des entraves de ces forces. Alors s'ouvre une ère de révolution sociale. Il y a un deuxième sens de la méthode marxiste qui consiste à mettre l'accent sur les conflits de classe et à considérer que interpréter une société ou l'histoire en termes marxistes, c'est l'interpréter essentiellement en termes de conflits de classe. En ce sens, je dirais que la méthode est dangereuse parce qu'elle est partielle et partiale. Les conflits de classe ont existé dans toutes les sociétés. Ils sont un aspect de la réalité conflictuelle de la vie en société, mais il y a des conflits entre les États ou les nations qui sont tout aussi réels que les conflits entre les classes, et personnellement, je ne pense pas que l'on puisse déduire les conflits entre les nations des conflits entre les classes, pas plus qu'on ne peut déduire les conflits entre les classes des conflits entre les nations. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer, ils sont en interaction, mais je dirais que expliquer toute société ou toute l'histoire en termes de conflits de classe, c'est une interprétation étroite, partielle, partiale, que d'ailleurs Marx n'a jamais réellement appliquée quand il faisait de l'histoire, car il ne faut pas oublier qu'il y a Marx théoricien qui avait des idées catégoriques et quelquefois sommaires, et puis il y avait Marx historien et sociologue qui avait un sens profond de la réalité dans sa complexité, et fort heureusement, il oubliait souvent ses théories quand il faisait de la sociologie ou de l'histoire concrète. Alors, si la méthode marxiste, c'est la méthode qui consiste à tout analyser en termes de conflits de classe, je pense qu'elle est partie d'une méthode scientifique, mais qu'elle est dangereuse lorsqu'elle prétend en constituer le tout. Et puis, il y a une troisième sorte d'interprétation de la méthode marxiste, celle, par exemple, que retiendrait un de mes collègues à l'école pratique des hautes études comme Goldman, qui consiste à combiner l'analyse en termes de totalité avec l'analyse en termes de groupes sociaux ou de classes. C'est l'effort pour mettre en relation les différents aspects d'une société et pour retrouver, disons, le système global de pensée d'une classe considérée. Si vous prenez par exemple Merleau-Ponty avait tendance à croire que ce qui était l'essence de la méthode marxiste, c'était la méthode totalisante. Si vous lisez la critique de la raison dialectique de Sartre, vous y verrez qu'il met sous l'égide de Marx la recherche de la totalisation historique. Personnellement, je ne suis pas très sûr de l'orthodoxie de cette interprétation, je ne suis pas sûr que ce soit là l'essence de ce que Marx ait voulu, mais disons que dans la mesure où la méthode marxiste est un effort pour interpréter l'ensemble de la société à partir des relations économiques, cette méthode est légitime, même si elle n'aboutit pas aussi facilement qu'on le croit à la totalisation. Alors, passons à Lénine. Qu'entend-il par méthode marxiste? Lénine, d'abord, sort non pas directement soit des ouvrages de jeunesse de Marx, que d'ailleurs il ne connaissait que partiellement, puisque vous savez que ces ouvrages de jeunesse ne sont connus intégralement que depuis une trentaine d'années. Il ne sort même pas essentiellement du Capital, il sort de ce qui est devenu le marxisme officiel entre 1880 et 1890, et qui est la simplification de la pensée marxiste par Engels, avec la combinaison d'une philosophie matérialiste, de la théorie de la pensée reflet, la dialectique de la nature, et alors une interprétation de l'histoire dont les traits essentiels sont les suivants. Le capitalisme est un régime contradictoire, les forces de production se développent et font craquer les rapports de production, les forces de production ne pourront pas tenir dans les rapports de production, l'aggravation de la condition des masses provoquera une révolte ouvrière, et l'on passera d'un régime capitaliste condamné par ses contradictions à un régime socialiste, et comme on ajoute que les transformations se font par mutation brusque, il y aura des révolutions. Alors, Lénine est sorti de ce marxisme simplifié et rendu plus rigoureux par Engels, et puis il y a ajouté ce qui est sa contribution propre, qui est une conception politique, et la conception du parti. Parce que la grande découverte de Lénine, comme vous le savez, il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit pour la première fois dans Que faire,
Il a découvert que dans le capitalisme tel qu'il se développait au XXe siècle, les ouvriers étaient syndicalistes, ils n'étaient pas révolutionnaires. C'est-à-dire que les ouvriers demandaient l'amélioration de leur sort dans le cadre du capitalisme et qu'ils n'avaient pas le sentiment de la mission historique que le marxisme interprété par Lénine leur attribuait. D'où l'intervention de ce qui est la grande pensée de Lénine, c'est-à-dire constituer un parti de révolutionnaires professionnels qui donne à la classe ouvrière le sens de sa mission. Cette idée que ce sont les révolutionnaires professionnels qui doivent transformer les ouvriers syndicalistes en militants de partis communistes, c'est l'idée de Lénine. Rien de tel n'était-il compris dans la pensée de Marx et dans les écrits de Marx? Si. Vous savez, Marx est un homme qui a beaucoup écrit, et on y trouve tout ce qui est nécessaire pour justifier toutes les interprétations postérieures. Car il y a plusieurs textes de Marx aux différentes périodes de sa vie, où il a en effet envisagé qu'il ne suffirait pas des contradictions du capitalisme et du malheur ouvrier pour faire surgir la révolution, et que peut-être il faudrait que les militants du socialisme entraînent une classe ouvrière qui risquerait autrement soit de s'abandonner aux facilités du réformisme, soit de se laisser intégrer dans le capitalisme. Simplement, ce qui n'est pas explicitement dans Marx, c'est la théorie du centralisme démocratique, la théorie du militant professionnel. Enfin, il y a des indications de Marx dans cette direction, mais tout de même, la contribution essentielle de Lénine, c'est la théorie du parti. Et alors, à partir de ce moment-là, je dirais qu'est intervenue la grande rupture ou la grande mutation dans la destinée posthume du marxisme. Jusque Lénine, le marxisme officiel est celui qui voit la classe ouvrière s'organiser à l'intérieur du capitalisme, se renforcer à l'intérieur du capitalisme et un beau jour transformer le capitalisme en socialisme. Avec Lénine est intervenue l'idée que la rupture ne se fait pas d'elle-même et qu'il faut le parti de révolutionnaires professionnels pour faire la rupture et la révolution. Alors, Lénine peut évidemment se réclamer de Marx, il se réclame de beaucoup de textes de Marx et il retient l'essentiel des analyses du Capital, mais ce n'est pas avec les analyses du Capital qu'il a fait la révolution de 1917, c'est avec sa conception du parti. Dans notre société et dans notre enseignement, la marxologie tient tout de même une très grande place. Alors, est-ce que c'est parce que nous ne pouvons pas penser nos problèmes économiques et sociaux sans l'aide de la pensée marxiste? C'est pas tout à fait la question que je vous ai posée tout à l'heure. Oui, non, je veux bien répondre à cette question. Je vais d'abord vous répondre, si vous me permettez, avec une certaine ironie. Parce que d'ordinaire, on reproche à l'université à laquelle j'appartiens de ne pas donner à Marx sa place. Et en toute honnêteté, lorsque j'étais à la place où sont aujourd'hui mes étudiants, je n'ai jamais entendu beaucoup parler de Marx, et mes professeurs ne m'avaient jamais imposé ni de lire Hegel, ni de lire Marx. Alors, si aujourd'hui on s'occupe beaucoup de Marx dans l'université française, on ne peut pas dire tout de même que Marx fasse partie des philosophes officiels de l'agrégation de philosophie. On ne peut même pas dire que Hegel soit très souvent au programme de l'agrégation de philosophie. Est-ce que je me suis entendu reprocher plusieurs fois, non pas à titre personnel, mais à titre de membre de l'université française, c'est précisément que nous négligions exagérément le marxisme. Alors revenons à la question, est-ce que dans la pensée actuelle, le marxisme et la marxologie occupent une situation de premier ordre? Eh bien, ça a dépendu des phases historiques. Entre 1920 et 1940, on aurait peine à trouver 2 ou 3 bons livres de marxologie. Entre 1945 et 1960, il y a eu une pluie de livres, mais une pluie de livres, les uns très bons, les autres un peu moins bons. Mais la plupart de ces livres consacrés à la marxologie viennent de l'interprétation nouvelle en France des ouvrages de jeunesse. Vous savez comme moi que si la destinée posthume de la pensée marxiste est curieuse, la destinée posthume des écrits de Marx n'est pas moins curieuse.
Parce que le manuscrit économico-philosophique, Lénine ne le connaissait pas. Hein. Il n'a été publié que dans les années 30. Et les livres de marxologie actuelle, la plupart d'entre eux, les livres des pères jésuites, du père Bigot, du père Calvès, sont des réinterprétations du marxisme et du capital à la lumière des œuvres de jeunesse. Le marxisme de Merleau-Ponty, c'est le marxisme des ouvrages de Marx avant 1848. Et bien sûr, Merleau-Ponty a le droit de comprendre Marx mieux que Marx ne s'est compris lui-même. Mais il y a un paradoxe dans ce genre d'interprétation, car nous expliquer que l'essence de la pensée de Marx se trouve dans les ouvrages que Marx considérait comme suffisamment insignifiants pour les abandonner à la critique des rats, c'est bizarre. Je dirais, je ne sais pas si c'est modeste ou prétentieux, mais c'est en tout cas dire que Marx n'a pas compris l'essentiel de son œuvre. Et quand, je vous le disais au début de cet entretien, on vient me dire que tout le capital est déjà dans le manuscrit économico-philosophique, je dis pauvre Marx. Il a travaillé 40 ans pour essayer de finir ce livre, il n'a pas pu le finir. Et voilà quelqu'un qui veut lui porter secours et qui dit, mais il avait déjà trouvé tout ça quand il était un tout jeune homme et qu'il écrivait un tout petit manuscrit. Alors, la marxologie d'aujourd'hui est une partie des ouvrages dits marxistes en France de la période 45-60 sont un curieux mélange de Hegel, de Marx et d'existentialisme, et se situent en marge du grand courant historique de la pensée marxiste efficace, parce que la pensée marxiste efficace n'est pas celle qui se situe au plus haut niveau intellectuel, mais c'est celle qui est dans le prolongement du Marx prophétique. Lorsque vous faites acte de marxologue, faites-vous plus particulièrement acte d'économiste, de philosophe ou de sociologue? Je vous ai expliqué que... Non, ce n'est pas tout à fait la question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, je sais bien, mais personnellement, j'ai été amené à ce que j'ai fait depuis une trentaine d'années par l'étude de Marx, car j'ai commencé mes recherches personnelles par la lecture de Marx et du marxisme. Et j'ai fait ensuite de l'économie politique, un peu comme un professionnel, précisément pour faire ce que Marx avait fait. Parce que j'ai pensé que si lui jugeait qu'il fallait être économiste pour penser la société actuelle, il n'avait pas tort. Et que si on voulait philosopher sur notre société, il fallait être un économiste professionnel. Donc quand vous me dites, faites-vous de la philosophie, de l'économie ou de la sociologie quand vous faites de la marxologie, ma seule réponse est... plus particulièrement. Non, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de mettre l'accent plutôt sur l'un que sur l'autre. Si, comme je le crois, l'originalité de Marx est d'être les trois à la fois, et si, comme je le crois, le grand défaut des marxistes, marxiens ou marxologues de la France actuelle est de n'avoir jamais fait l'effort d'étudier l'économie politique pour comprendre Marx. Alors je me refuse à savoir si je suis plus particulièrement ceci ou cela, parce que tout ce que je peux dire, c'est que Marx considérait que l'essentiel de son œuvre scientifique, c'était le capital. Que le capital était une critique de l'économie politique, et que pour faire une critique d'une science, il faut appartenir à cette discipline. C'est-à-dire qu'il faut être un économiste pour être capable de critiquer l'économie politique. Donc, dans le capital, il se voulait essentiellement économiste, et quand j'expose le capital à mes étudiants, ou si j'écris le livre auquel je songe cet été sur le capital, je l'écrirai surtout en tant qu'économiste, mais en tant qu'économiste dont l'intérêt profond est philosophique. C'est une réponse de Normand, c'est une réponse sincère. On ne peut tout de même pas faire d'économie politique, de philosophie et de sociologie sans se référer à Marx à notre époque. La question est double. On ne peut pas ne pas se référer à lui parce que 1 milliard d'êtres humains reçoivent leur formation intellectuelle dans les cadres du marxisme. Alors, à partir du moment où le marxisme est la doctrine officielle d'un tiers de l'humanité, les deux autres tiers qui sont, comme on dit, concernés par le premier tiers,
sont bien obligés de s'occuper de Marx. S'il n'y avait pas cette victoire politique du marxisme dans une partie de l'humanité, je pense qu'on s'occuperait aussi beaucoup de Marx. Mais on s'en occuperait sensiblement moins. Et il y a de multiples symptômes en faveur de cette thèse, parce que... Mais alors la marxologie n'est pas une science pure, il y a derrière qu'elle est une science des rapports entre deux parties du monde. Non. La marxologie est une science impure comme toutes les sciences humaines, c'est-à-dire qui est inspirée par des soucis actuels et qui risque d'avoir des visées politiques. Je m'efforce, je crois, avec bonne volonté, quand je fais de la marxologie, de ne pas être inspiré par des passions politiques, ce qui n'exclut évidemment pas que les marxistes orthodoxes m'en accusent, et ils ont bien raison de m'en accuser. Si j'étais à leur place et si je défendais un marxiste orthodoxe, je prétendrais qu'une marxologie neutre n'est pas possible. Pour eux, l'objectivité pure n'est pas possible, donc ils doivent m'interdire d'être neutre. Cela dit, dans mon système de pensée, je m'efforce d'être neutre, c'est-à-dire je m'efforce de refaire l'itinéraire intellectuel de Marx. Je l'ai refait cette année pour l'expliquer à mes étudiants. Alors j'ai relu les textes de Marx depuis les lettres à son père, de sa prime jeunesse, les textes philosophiques, puis le Capital. Et j'ai eu le sentiment que je voyais comment ça développait sa pensée, essayer de retrouver l'idée dans la réalité à la manière de Hegel, voir dans les régimes économiques l'essence de l'histoire humaine, comprendre les contradictions internes des régimes économiques, et par une critique strictement économique du capitalisme, expliquer en même temps le malheur de l'humanité dans le capitalisme. C'est un admirable projet, ça vaut la peine de suivre cet itinéraire. Dans le cadre de la quinzaine Karl Marx, RTF France 3 National vient de vous présenter une anthologie de Georges Charbonnier, Le Capital, avec Michel Bouquet, Pascal Mazzotti et Jean Topard, avec le concours de M. Raymond Aron. Réalisation Georges Gravier. Cette émission a été diffusée la première fois le 20 mars 1963 sur France 3 National.